Bonjour Monsieur Prête. Donc, notre association Pachagaya s'intéresse autant à l'impact des pesticides sur la biodiversité et la qualité des sols qu'à leur impact sur les agriculteurs, les riverains et la population en général. Votre travail se concentre sur les enjeux de santé au travail et des mobilisations autour des effets des pesticides à la fois sur les agriculteurs et sur les riverains. Vous analysez notamment les dynamiques entre les mobilisations des riverains et des agriculteurs en tentant de percevoir s'il y a des terrains d'entente entre les deux ou si ces acteurs sont opposés. Et nous, dans notre association, on considère que le problème des pesticides constitue un clair exemple de préjudice écologique et humain qui impacte autant l'être humain que son écosystème. Et dans cet entretien, nous nous concentrerons sur le préjudice humain et sanitaire créé par les pesticides et donc sur le volet santé humaine. C'est pour cela que nous voulions vous parler. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tout d'abord, pour débuter, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter, nous dire qui vous êtes et quels sont vos sujets d'études? D'accord, bonjour à vous. Donc je suis Giovanni Prat, je suis un enseignant-chercheur en sociologie à l'université Sorbonne Paris-Nord, rattaché à un laboratoire de recherche qui s'appelle l'IRIS. Donc moi je travaille sur l'agriculture depuis un certain temps. J'avais fait ma thèse à l'INRA et à Sciences Po sur des enjeux agricoles qui n'étaient pas des enjeux pesticides. Et depuis en fait une dizaine d'années à peu près, je m'intéresse aux pesticides comme problème public et j'étudie l'évolution de la réglementation sur les pesticides, les luttes politiques autour de cette évolution, et puis les mobilisations politiques et sociales autour des pesticides en France en particulier, aux États-Unis aussi. Alors c'est un travail que je mène avec un collègue qui s'appelle Jean-Noël Jouzel au CNRS et puis d'autres collègues avec lesquels j'ai fait des projets de recherche. Donc pendant longtemps, on s'est intéressé aux mobilisations des travailleurs qui dénoncent l'impact des pesticides sur leur santé. Je pense qu'on va en reparler. Et puis, depuis plus récemment, je m'intéresse aussi aux mobilisations de riverains, aux liens entre les mobilisations de travailleurs et de riverains. Et puis récemment, je fais aussi une nouvelle recherche sur les pesticides comme déchets. Voilà. Et donc voilà, qui va bien au-delà des simples enjeux sanitaires, c'est essayer de réfléchir dans une perspective historique à la construction des pesticides comme technologie de production, mais aussi mais comme déchets au sens réglementaire, au sens métaphorique. On pourra revenir dessus dans l'échange si vous voulez. Merci beaucoup. Donc, première question pour entrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour ceux qui nous écoutent, l'impact très concret de l'utilisation des pesticides à la fois sur la santé des agriculteurs et sur celle des riverains? Alors cet impact sanitaire bon, déjà moi je suis sociologue, donc je suis pas épidémiologiste. C'est un épidémiologiste certainement ou un toxicologue ou un médecin qui pourrait vous répondre de façon plus précise. Les sociologues on n'est pas tout à fait armés pour évaluer cet impact. Mais c'est la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est très difficile à dire. En gros, il y a des chiffres, on revient dessus, il y a des choses qui sont certaines, et c'est très difficile à dire puisque quand on parle de pesticides, donc on parle d'insecticides, d'herbicides, de fongicides, on parle d'une multiplicité de substances qui elles-mêmes sont vendues avec des adjuvants, des solvants qui ont eux-mêmes leurs propres effets sanitaires et qui touchent des populations, nous en l'occurrence, quand on est des riverains ou des consommateurs qui mangeons des aliments avec des résidus de pesticides, qui sommes exposés à une multiplicité de produits chimiques. Et c'est des substances qui en plus ont des effets sanitaires qui ne sont pas propres, qui peuvent créer, je vais revenir dessus, des cancers ou des maladies neurodégénératives qui peuvent être créées par d'autres substances et qui sont souvent multifactorielles, avec des effets de latence, c'est-à-dire des temporalités entre les moments des expositions et des effets de santé qui peuvent être très longs. Donc, tout ça, ça complique énormément le travail de ceux qui veulent évaluer l'impact sanitaire des pesticides. On peut évaluer leur dangerosité, on peut dire bon, tel produit est cancérogène, mais quel effet ça a sur la santé d'une population, c'est difficile à dire, et sur la santé d'un individu en particulier, c'est encore plus difficile à dire. Donc, c'est pas quelque chose qui est propre aux pesticides, mais qui est propre, si vous voulez, à l'impact sanitaire des produits chimiques. Dans un monde chimique, identifier, singulariser l'impact de telle ou telle substance, c'est très 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 difficile. Parler de l'impact sanitaire, c'est aussi compliqué parce que ça va dépendre aussi du contexte dans lequel on se place. Est-ce qu'on parle de l'impact sanitaire en France, en Europe, aux États-Unis, en Inde, en Afrique? Les situations d'exposition aujourd'hui sont pas du tout les mêmes selon les cadres
politiques géographiques dans lesquelles on se place. Voilà, il y a beaucoup de produits, on pourra revenir dessus peut-être, par exemple, qui sont aujourd'hui interdits en Europe et qui sont vendus en Afrique, en Inde ou dans d'autres parties du monde où il y a une réglementation qui est moins stricte ou moins strictement appliquée. Et donc, voilà, pour penser l'impact sanitaire, on peut avoir des chiffres globaux ou des chiffres, enfin globaux au sens mondiaux, ou des chiffres plutôt français. Alors, sur le cas de la France, si on essaie de réfléchir à l'impact sanitaire, il y a de plus en plus de données qui s'accumulent, qui montrent donc qu'il y a un impact sanitaire des pesticides sur la santé des populations, des consommateurs et des riverains. Cet impact, il est à deux niveaux. Il y a un impact qu'on peut appeler de aigu, c'est tout ce qui va concerner donc ça c'est une partition entre les effets sanitaires aigus et les effets sanitaires chroniques qui est assez classique en santé publique, quoi. Donc il y a des impacts aigus, c'est tout ce qui va être intoxication aiguë, il y a des accidents, donc des grosses doses d'intoxication. Ceux qui essayent de recenser ça en France, c'est les centres antipoison et les acteurs de ce qu'on appelle la phytopharmacovigilance. Là-dessus, moi, j'ai pas de chiffres à vous donner, mais c'est un nombre assez faible. Mais pareil, c'est très difficile à évaluer parce que en fait, c'est un système qui fonctionne assez mal, la remontée d'informations. Et sauf s'il y a des effets sanitaires assez graves, avec donc un passage à l'hôpital, il y a beaucoup de suspecter qu'il y a pas mal d'accidents en fait, qui passent un peu sous le radar et qui sont pas comptabilisés. Si on parle à l'échelle mondiale sur l'impact aigu, là on a des proportions, on a des chiffres. Alors moi j'avais trouvé la dernière étude que j'ai en tête, c'est une étude qui avait été menée par des chercheurs allemands en lien avec des ONG, donc notamment le Pesticide Action Network, qui disait que, contrairement à ce que disait l'OMS, par exemple, qui parle de 100 millions de personnes qui sont gravement intoxiquées, sur l'impact aigu par an, on serait plutôt autour de 300 millions, 385 millions, c'était le chiffre des publications que j'avais trouvées, qui seraient impactés par an. Donc là, on est sur ce qu'on appelle les impacts aigus. Là où il y a de plus en plus de données qui s'accumulent et on peut être de plus en plus inquiet en France comme ailleurs, c'est sur les impacts chroniques. Donc toutes ces pathologies qui se développent après l'exposition, voire très longtemps, voire très longtemps après l'exposition. En France, le document de référence aujourd'hui pour ces expositions chroniques de synthèse, j'entends, c'est un rapport d'expertise qui a été publié par l'INSERM, donc une agence, un institut de recherche en médecine, qui avait regroupé tout un ensemble de chercheurs experts de différentes pathologies pour faire ce qu'on appelle l'analyse, synthèse bibliographique avec prise en compte des méta-analyses en études notamment, montre des impacts chroniques multiples. Il y a des données sur les cancers du sang, les liens avec les pesticides, les cancers de la prostate, des troubles neurologiques, type maladie de Parkinson pour les travailleurs. Alors, on pourrait rentrer dans le détail et on en reparlera peut-être parce qu'il y a certaines de ces données qui ont été utilisées pour créer ce qu'on appelle des tableaux de maladies professionnelles. Donc là, il y a des impacts sur les travailleurs, qui sont ceux qui sont, on peut le supposer, les plus intensément exposés parce que c'est ceux qui sont exposés quand ils manipulent les pesticides, quand ils les répandent, mais aussi quand ils travaillent dans les champs ou qu'ils manipulent les récoltes qui sont elles-mêmes contaminées en surface par des pesticides. Donc là, il y a pas mal de travaux qui montrent ça, des travaux qui ont commencé à apparaître en France dans les années 80, mais qui existent depuis plus longtemps aux États-Unis, et donc qui portent aussi sur des expositions qui sont des expositions passées. Il y a pas mal de données, par exemple, épidémiologiques qui montrent les effets particuliers de certaines familles de pesticides, des organochlorés, des organophosphorés, qui sont aujourd'hui beaucoup moins utilisés, voire pas du tout utilisés dans certains contextes agricoles et qui peuvent continuer à être utilisés dans d'autres contextes. Sur les riverains, l'impact sanitaire est encore plus difficile à objectiver que sur les... On manque cruellement de données. On manque des données épidémiologiques. Il y a des fortes suspicions d'effets sanitaires des pesticides sur les riverains, mais ces fortes suspicions, elles sont très difficiles à documenter, à objectiver, à la fois parce que la caractérisation de l'exposition des agriculteurs, des riverains est plus dure que celle des agriculteurs. On est sur des expositions à faible dose, à distance.
les riverains ne savent pas forcément à quels produits ils sont exposés. Et puis, pareil, parce que les riverains, en fait, les pesticides, ça va être une partie des expositions chimiques qu'ils vont avoir. Il va y avoir aussi des expositions aux pesticides avec l'utilisation de pesticides à l'intérieur des maisons. Et puis, l'exposition à plein d'autres, si vous voulez, produits chimiques. Donc, il y a quelques études qui ont été lancées récemment en France qui donnent des premiers résultats. Alors, sur l'exposition des riverains proprement dit, on a par exemple l'étude de Pestirive, qui est une des études qui a été lancée par Santé publique France, qui est une agence sanitaire, et l'ANSES, pour essayer de documenter, de caractériser cette exposition des riverains et donc mieux documenter aussi les effets de santé des pesticides. Et c'est, voilà, les résultats ne seront là que dans quelques années, puisque l'épidémiologie met longtemps à produire des résultats. Et puis, c'est pas facile parce qu'il peut y avoir aussi des résistances de la part notamment des mondes agricoles pour collaborer à la réalisation de ce type d'études en donnant accès aux listes des produits qui sont épandus et en donnant accès à des données précises sur les épandages de pesticides qui permettent de faire le lien avec les impacts de santé. Il y a d'autres études, par exemple des études Esteban, qui sont des études d'imprégnation de la population. Donc voilà, les scientifiques, si vous voulez, les médecins, les épidémiologistes essaient de mettre ensemble plusieurs travaux pour objectiver cet effet sanitaire. Alors, il y a un certain nombre de certitudes, voilà, par exemple, des certitudes sur les effets des pesticides sur des troubles cognitifs chez l'enfant. Il y a certains pesticides, soit parce qu'ils ont des effets en termes de des effets perturbateurs endocriniens, soit directement, des pesticides auxquels peuvent être exposés des enfants in utero. Il y a aujourd'hui des études assez solides américaines, en Californie notamment, et il commence à y avoir des études en France qui montrent qu'il y a un impact. Ça veut dire quoi un impact? Ça veut dire un surrisque de développer certains troubles chez des enfants qui auraient été exposés aux pesticides en étant des riverains à certaines périodes en fait de leur vie. Voilà. Donc tout ça, c'est des impacts sanitaires. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a des impacts sanitaires des pesticides. On sait qu'il y a des impacts sanitaires non négligeables, que les premiers touchés, on va dire les plus fortement, ce sont les travailleurs, que les riverains sont aussi touchés, que les consommateurs aussi peuvent être touchés par les résidus qu'il peut y avoir sur l'alimentation, sur l'eau. Et tout ça, en fait, appelle à une plus stricte régulation des pesticides. Parce qu'on pourra revenir peut-être sur l'histoire du recours aux pesticides et de la réglementation des pesticides. Enfin, la diffusion des pesticides, leur commercialisation, elle est encadrée par tout un ensemble de procédures d'évaluation des risques. Et la philosophie qu'il y a derrière cette évaluation des risques, c'est qu'en fait, on prend suffisamment de précautions pour que ces pesticides puissent être utilisés comme technologie agricole et sans que ça ait de conséquences sanitaires. En fait, les études épidémiologiques montrent que ce n'est pas vrai. Voilà, il y a des conséquences sanitaires non négligeables, et en France notamment, mais aussi dans d'autres parties du monde. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le discours ou l'avis qui prédomine face à l'utilisation des pesticides chez les agriculteurs? Alors, quel est l'avis qui prédomine face à l'utilisation des pesticides chez les agriculteurs? La question est difficile d'y répondre parce que il n'y a pas du tout un seul avis. Les agriculteurs, c'est un terme qu'on peut utiliser pour de quoi il s'agit. On parle des agriculteurs, ceux qui font de l'agriculture. En fait, derrière ce terme, il y a beaucoup de situations différentes de travail, beaucoup de statuts différents, beaucoup d'intérêts en fait différents, et donc aussi beaucoup d'avis face à l'utilisation des pesticides. Moi d'ailleurs, je préfère parler plutôt que d'agriculteurs, de travailleurs agricoles, puisque ça permet de questionner cette unité de point de vue, d'avis des agriculteurs, où ça permet en tout cas de pas s'en tenir à une forme de partition d'analyse qui serait un peu binaire entre, par exemple, il y aurait les intensifs et les bio, ou les productivistes et les autres, ou les agriculteurs et les riverains. Enfin, c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça, et en fonction des endroits où on va et des gens à qui on parle, on n'a pas forcément le même retour. Je rappelle, voilà, en France, on a une conception d'agriculteur comme l'exploitant agricole. Alors c'est vrai que les travailleurs agricoles, c'est
c'est beaucoup des exploitants agricoles. Il y a aujourd'hui, je sais plus, j'avais vu des chiffres 390 000, quelque chose comme ça, d'exploitants agricoles. Et puis après, il y a les conjoints qui travaillent, mais il y a de plus en plus aussi de salariés agricoles. Il y a aussi de plus en plus de travailleurs qui travaillent pour des entreprises de travaux agricoles. Et il y a aussi beaucoup de gens qui vont travailler dans l'agriculture de façon complètement intermittente. Je peux préférer là un travail en cours de collègues qui sont à Avignon, le GISCOP 84, qui essaie de retracer des expositions aux pesticides de travailleurs qui sont atteints de maladies du sang. Une des choses qu'ils arrivent à objectiver, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le BTP, et en fait qui ont des périodes de leur vie où ils sont des travailleurs agricoles, donc ils sont potentiellement exposés aux pesticides. Voilà. Donc ça, c'est une première chose que je voulais dire. Après, sur l'avis face à l'utilisation des pesticides, même s'il y a des avis très différents, ce que je pourrais dire, c'est que j'ai jamais rencontré, moi, et ça fait longtemps que je travaille sur le milieu agricole et sur cette question des pesticides, j'ai jamais rencontré un travailleur agricole qui me dit qu'il est content d'utiliser des pesticides. Voilà. Ou qui me dit que c'est complètement inoffensif pour sa santé. Ça peut exister, il peut y avoir des gens, mais souvent, ce type de discours, c'est plus des provocations que des vrais ressentis, il me semble. Et la plupart des travailleurs agricoles n'ont pas très envie d'utiliser des herbicides, des insecticides, des fongicides de synthèse, ne serait-ce que parce que ça leur coûte de l'argent, mais aussi parce qu'ils sont conscients, et ils sont de plus en plus conscients. Ce n'était pas forcément le cas il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, que l'exposition à ce type de produit peut créer des problèmes de santé chez eux, chez leur entourage ou des problèmes environnementaux. Après, une fois que j'ai dit ça, troisième point, on peut dire aussi que il y a des positions assez différentes en fonction des travailleurs agricoles et des agriculteurs. Il y a aujourd'hui pas mal de partis, en tout cas des travailleurs du monde agricole, qui pensent que bien sûr il faut utiliser moins de pesticides, mais qu'on fait déjà beaucoup d'efforts et que finalement le bénéfice qu'on retire de l'utilisation des pesticides de synthèse est supérieur au coût environnemental ou au coût sanitaire que ça pourrait entraîner. Donc, on va retrouver, peut-être c'est des gens, on pourrait dire, qui sont conventionnels, qui sont dans des cultures qui dépendent fortement de l'utilisation des pesticides. Donc, ça va être en arboriculture, en viticulture, voire en céréaliculture pour les herbicides, etc. Mais il y a des gens il y en a, mais je pense que la majorité, les points de clivage sont plutôt est-ce qu'il faut aller plus loin ou pas, et à quel rythme il faut aller plus loin ou pas. Il y a inversement des agriculteurs qui pensent qu'il faut sortir très rapidement des pesticides, ne développer qu'une agriculture biologique. Alors, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que évidemment les positions des différents travailleurs agricoles sur cette question de leur rapport aux pesticides n'est pas seulement indexé sur des préoccupations de santé. On peut très bien aussi vouloir se passer des pesticides, non pas parce qu'on est convaincu que ça a des effets sanitaires, mais parce que ça a des effets environnementaux, ou parce que ça crée des formes de dépendance socio-technique ou de formes de dépendance socio-économique. Quand je parle de dépendance socio-technique ou socio-économique, je veux dire par là qu'un agriculteur, quand il utilise des pesticides, c'est aussi qu'il utilise cette technologie de façon assez intensive. C'est aussi qu'il a du matériel d'épandage qui lui coûte assez cher. C'est aussi qu'il a des fournisseurs de pesticides avec lesquels il est en lien, avec lesquels il a des contrats. C'est aussi parce qu'il a une commercialisation où il y a des exigences en termes de présentation des fruits, des légumes qu'il vend, ou des sanitaires des produits qu'il vend. Et c'est aussi de ça dont il peut avoir envie de sortir un agriculteur. Retrouver une forme d'autonomie dans ses choix économiques, dans son organisation technique. Et on va trouver ça chez les bio. Et ça va être des débats internes à l'intérieur des tenants de l'agriculture biologique entre ceux qui prônent une agriculture biologique qui serait simplement l'absence de pesticides de synthèse et ceux qui prônent une agriculture biologique qui renvoie à des formes d'organisation technique et économique différentes, à des formes de partage de la valeur ajoutée qui sont différentes, etc. On peut aussi vouloir se passer des pesticides parce que les pesticides, utiliser des pesticides, c'est
c'est être intégré dans une agriculture qui est très fortement dépendante des énergies fossiles. Les pesticides, ils sont fabriqués à partir notamment des pétrole, et leur épandage nécessite l'utilisation de machines qui consomment beaucoup de pétrole. Et aujourd'hui, avec les débats sur les enjeux climatiques, ça peut être aussi cette préoccupation de sortir d'un modèle d'utilisation, de développement économique qui se base sur l'énergie fossile, qui peut être à une impulsion pour vouloir sortir des pesticides. Toutes les positions des agriculteurs, même si c'est la dimension sanitaire qui est la plus visible dans le débat public, toutes les positions des agriculteurs ne se prennent pas par rapport à ce débat sur les enjeux sanitaires. Merci beaucoup. Alors maintenant, toujours en lien avec cette question, on va vraiment se concentrer sur certains de vos articles que j'ai lus. Donc, par exemple, vous parlez dans un de vos papiers de Marie-Lys, une ouvrière viticole en Gironde, qui a, elle, pris position et s'est engagée dans la lutte contre les pesticides. Donc, en fait, on aurait aimé savoir si ce genre de profits sont des exceptions plus que des règles dans le monde, du coup, des travailleurs agricoles. Alors, donc oui, effectivement, j'ai travaillé avec Jean-Noël Jouzel pendant assez longtemps sur les travailleurs victimes des pesticides, qui ont pris position de façon collective, de façon de plus en plus évidente au cours de ces 15 dernières années. Et Marie-Lys Biberan est une de ces victimes des pesticides. En tout cas, elle a défendu son frère. Alors, peut-être je peux rappeler un petit peu qui est Marie-Lys Biberan et pourquoi, avec Jean-Noël, on a été amené à la rencontrer, à suivre son parcours et à comprendre, en fait, notamment qu'est-ce qui expliquait qu'elle prenait la parole alors que d'autres ne prenaient pas la parole. Hein. Donc, la question de l'exception de Marie-Lys Biberan. Donc, Marie-Lys Biberan, c'est une salariée viticole qui a commencé à se mobiliser sur les pesticides, non pas pour dénoncer les effets des pesticides sur sa santé ou sur celle de co-travailleurs, mais parce qu'au départ, en fait, elle a un frère qui est mort en 2009, et elle est convaincue que cette mort est liée à une exposition aux pesticides. Elle a des arguments pour être convaincue. Et donc, elle a engagé une tentative de reconnaissance en maladie professionnelle en 2011, il me semble. Peut-être qu'il faudra voir les dates, mais voilà, c'était au tout début des années 2010, si vous voulez. Et donc, une demande de reconnaissance en maladie professionnelle. Alors, peut-être qu'il faudrait réexpliquer ce que c'est que les maladies professionnelles, hein, mais bon, en tout cas, elle a fait des démarches pour obtenir une réparation, une prise en charge, une réparation, si vous voulez, de préjudice de son frère au titre des maladies professionnelles. Donc, une réparation qui met en cause les pesticides comme responsables de la maladie qui a occasionné la mort de son frère. Et elle n'a pas obtenu cette réparation. Elle a eu un refus de reconnaissance, et donc ça l'a amené à s'engager dans toute une démarche pour aller un peu plus loin, hein, donc faire des recours, etc. Bon. Et c'est ça qui l'a amené à se politiser et à élargir, en fait, son revendication. C'est-à-dire qu'à partir de cette expérience personnelle qu'elle a pu avoir de salarié viticole, frère d'un agriculteur mort à cause des pesticides, qu'elle a commencé à questionner dans l'espace public à la fois la difficulté de faire reconnaître des maladies professionnelles pour les victimes des pesticides, et de plus en plus et plus généralement la forte dépendance de l'agriculture française, et dans son cas en particulier de la viticulture bordelaise, la forte dépendance à cette technologie, c'est-à-dire les pesticides de synthèse, puisque la viticulture bordelaise, comme toute viticulture, en particulier dans le Bordelais, pardon, c'est un pas mal de traitements, quoi. Et donc, elle a fondé un collectif, elle s'est associée à plusieurs associations, notamment une association qui, dans les années 2010, a pris beaucoup de poids dans le combat contre les pesticides, qui s'appelle Génération Future, qui s'appelle au départ le Mouvement pour la Défense et Respect des Générations Futures. Puis, elle continue ce combat en lien dans le Bordelais avec d'autres personnes comme Valérie Murat, d'autres acteurs de la société civile, et un combat, voilà, de plus en plus dénonciateur de cette technologie. Alors, son
son parcours, il est tout à fait exceptionnel. Non pas parce que il est exceptionnel d'avoir des gens qui prennent la parole dans l'espace public sur les pesticides. Hein. Depuis 15 ans, les controverses se sont multipliées. Il y a eu de plus en plus de voix politiques qui se sont exprimées contre les pesticides en France. Mais parce que, en fait, c'est très rare d'avoir des gens qui, en étant salariés agricoles, prennent la parole pour défendre les salariés agricoles. C'est quelque chose auquel on a réfléchi et on a écrit un peu là-dessus avec Jean-Noël Jouzel dans un article qui est paru dans Société contemporaine. C'est les mouvements anti-pesticides. J'aime pas trop ce terme-là, mais les mouvements qui dénoncent l'impact sanitaire ou environnemental des pesticides et qui se sont multipliés depuis une quinzaine et une vingtaine d'années. Ils se sont d'abord essentiellement intéressés aux impacts environnementaux des pesticides, la pollution de l'eau, éventuellement l'impact sur la santé des consommateurs. Puis, en 2010, il y a eu une association qui a été montée, qui s'appelle Phytovictime, qui s'est beaucoup intéressée à la santé des travailleurs agricoles et qui a porté dans l'espace public cette question, cet enjeu de la santé des travailleurs agricoles. Ça, c'était assez nouveau, c'est assez exceptionnel en France en tout cas. Et puis, cette association qui a porté la santé des travailleurs agricoles, elle s'est beaucoup focalisée du fait de son histoire et de sa composition plutôt sur les exploitants agricoles. Et en fait, Maryse Pipéran, ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est qu'elle a vraiment défendu et elle continue de défendre, de porter la voix, non seulement des victimes environnementales et des victimes du travail en général, mais des travailleurs et des salariés agricoles. Et c'est une voix qui n'est pas souvent entendue parce qu'en fait, les instances et les organisations qui sont censées représenter le salariat agricole, du fait de l'histoire de l'agriculture en France, sont faibles et faiblement investies sur les pesticides. Voilà, pour le dire assez rapidement, l'agriculture française, c'est une agriculture qui politiquement s'est fait représenter plutôt par les exploitants agricoles du fait de leur poids démographique, de leur poids politique. Hein, donc, on connaît tous, par exemple, la Fédération nationale des syndicats des exploitants agricoles, la FNSEA, qui a été une organisation représentative des travailleurs agricoles en cogestion avec le ministère de l'Agriculture, qui a un poids politique énorme. Comme c'est un syndicat d'exploitants. Hein. Et les syndicats de salariés agricoles qui existent depuis que le syndicalisme existe sont des syndicats relativement faibles du fait de la faiblesse du salariat agricole qui augmente, hein, je l'ai dit tout à l'heure, qui est en train d'augmenter, mais du fait aussi que c'est très difficile de s'organiser dans un espace productif qui est l'agriculture, qui est très morcelé, éclaté d'un point de vue géographique et avec des différents statuts, des différentes conditions de travail qui peuvent être très différentes entre les salariés agricoles. Donc voilà, il y a un syndicalisme agricole qui est assez faible, hein, et ce syndicalisme agricole c'est pas beaucoup historiquement investi sur les questions de pesticides et c'est investi mais ce qui peut se comprendre plutôt sur les questions de rémunération ou de conditions de travail plus pressantes. Voilà. Et donc c'est ça qui est vraiment frappant chez Maryse Pipéran, c'est cette volonté de ne pas faire disparaître la spécificité des conditions de travail des salariés agricoles dans le combat plus général, contre la dénonciation des effets sanitaires ou des effets environnementaux des pesticides. Et elle-même était confrontée, si vous voulez, à la difficulté de trouver des relais au sein des travailleurs viticoles. Hein. C'est pas facile. Dans le Bordelais, elle a eu du mal à mobiliser ses collègues travailleurs salariés. Elle a trouvé des relais auprès d'organisations syndicales, mais c'est compliqué, voilà, de mobiliser et c'est intéressant comment dire, je me suis un peu emmêlé là, mais son combat est intéressant parce que il permet de faire exister dans l'espace public travailleurs salariés. Merci beaucoup. Alors, j'ai aussi lu un de vos articles sur Paul François, exploitant agricole en Charente, qui a lui été victime d'une intoxication par un pesticide utilisé pour le désherbage des cultures de maïs en 2004, qui a attaqué Monsanto en justice et a gagné le procès en 2012. Monsanto a donc été condamné à des dommages et intérêts. Et donc, cet exemple est très intéressant, car notre association donc, s'intéresse justement aux procédures juridiques en fait, qui peuvent entraîner des préjudices écologiques et humains et à la possible... voilà, aux procès qui peuvent s'en suivre.
Et donc, on aimerait en fait savoir si vous pouvez nous donner des exemples d'autres cas où des procès ont été gagnés par des agriculteurs, ou est-ce que ce cas-là est vraiment une exception? Voilà, si vous avez une idée, si vous avez entendu parler d'autres exemples. Et en fait, on vous pose cette question parce que c'est vrai que votre article, il montrait vraiment combien il est difficile en fait pour les victimes de montrer, enfin de prouver en fait que ce sont bien les pesticides qui les ont rendus malades, et à quel point il est nécessaire que les agriculteurs soient bien entourés, donc avec des avocats, des conseillers, pour que leurs affaires soient portées et aient un impact. Du coup, voilà, on aurait aimé savoir s'il y avait d'autres exemples, si c'était vraiment une exception. Ben, alors, pareil, hein, on peut. Moi, je me suis surtout intéressé sur ces questions de procès avec Jean-Noël. On s'est surtout intéressé au cas français. Mais je pense que si on allait à l'étranger, bon, après ça dépend des systèmes juridiques, hein, mais on trouverait à peu près la même chose. Le cas de Paul François est assez exceptionnel. Non pas qu'il y ait que Paul François qui a été intoxiqué par des pesticides, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais parce que Paul François, c'est une situation, il a la particularité de réunir différentes caractéristiques, le cas de Paul François, qui permettent en fait la mise en cause de la responsabilité civile, en fait, un fabricant de pesticides, et donc de faire un procès véritablement. Déjà, c'est un accident, Paul François, un accident qui a été documenté avec un pesticide, en l'occurrence, lui, c'était le lasso qui était mis en cause. Des données ensuite toxicologiques qui ont permis de faire le lien entre les problèmes de santé qu'il a pu développer et cette exposition. Et puis c'est une exposition qui était suffisamment intense pour qu'elle donne lieu à un vrai préjudice qui permettait d'aller en justice. Et puis Paul François, il avait aussi certaines propriétés sociales, on peut dire, hein, si on utilise des termes de sociologue, mais voilà, c'était quelqu'un qui était bien entouré, qui avait des réseaux, qui était quelqu'un voilà, qui avait des ressources sociales, si vous voulez, qui lui permettaient d'envisager l'engagement dans un procès, dans une démarche juridique qui peut être coûteuse, qui peut être longue, qui peut être coûteuse au sens, j'entends, personnel, mais aussi financier. Donc il a pu l'envisager, ça. Voilà. Il a pu l'envisager et il a pu gagner à l'issue d'un long procès, comme vous l'avez dit, qui était une vraie épreuve pour lui et pour sa famille. Hein. Enfin, je veux dire, malgré tout, ça a été très 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 dur et ça continue. L'expérience de ça a pesé très lourdement sur sa vie, quoi. Alors, le cas de Paul François, il y en a, à ma connaissance, en France, des cas similaires, c'est-à-dire d'un agriculteur qui, intoxiqué à un pesticide, porte plainte contre des fabricants. Il y en a pas d'autres. Il y en a pas d'autres parce qu'en fait, c'est très difficile de réunir toutes ces conditions-là en même temps. Il y avait un autre agriculteur qui est décédé depuis, qui s'appelle Jean-Marie Desnion, qui avait engagé lui aussi une procédure, hein, mais bon, la procédure a été arrêté, il me semble, du fait de son décès. Faudrait vérifier avec les avocats hein, cette question-là. Voilà, donc ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, les agriculteurs, quand ils tombent malades, ils ne peuvent pas identifier un responsable de leur maladie, puisqu'ils ont utilisé beaucoup de pesticides différents sur des périodes de temps très longues. Et donc, la chose qu'ils peuvent faire, c'est éventuellement demander une reconnaissance en maladie professionnelle. Hein. Donc, ce dispositif médico-administratif, hein, donc là, on n'est plus dans le cas de la responsabilité civile, on est vraiment dans un dispositif de réparation qui est un peu dérogatoire, justement, qui a été mis en place pour ça. Maladie professionnelle, le droit de la réparation des maladies professionnelles, c'est lié à la loi de 1898 sur les accidents du travail et 1919 sur les maladies professionnelles en France. Donc c'est vraiment fait pour aider les personnes aider. C'est fait à la fois pour créer de la sécurité juridique pour les employeurs et les industriels et pour que les victimes puissent ne pas avoir à démontrer la preuve du lien entre un préjudice qu'ils ont et l'exposition à un facteur de risque professionnel, en l'occurrence ici des pesticides. Donc on a de plus en plus d'agriculteurs qui font des demandes de réparation pour des maladies professionnelles. On pourra revenir là-dessus si vous voulez. Mais par contre, des procès engagés par des agriculteurs contre soit les autorités sanitaires qui ont autorisé des pesticides qui étaient en fait dangereux, qui n'ont pas suffisamment fait leur travail peut-être d'évaluation des risques, hein, ça pourrait être un argument qu'on pourrait mettre en avant, ou des fabricants de pesticides, et dans le cas de Paul François, qui ont mis sur le marché des produits dangereux sans prévenir suffisamment de ces dangers,
exemple, puisque le cas de Paul François, il l'a gagné, notamment sur un argument juridique qui était que l'étiquette n'était pas assez précise, ne donnait pas assez d'informations sur les moyens de se protéger qu'il fallait utiliser pour l'utilisation du pesticide en question. Voilà, donc c'est un cas très particulier, le cas de Paul François. Paul François, c'est un peu paradoxal parce qu'il est souvent vu et il a été souvent présenté médiatiquement parce qu'il a attiré beaucoup d'attention médiatique comme l'incarnation d'une cause, mais en fait, sa situation est assez exceptionnelle. Et il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui peuvent utiliser les mêmes moyens juridiques que lui pour mettre en cause la responsabilité des fabricants ou la responsabilité de l'État. C'est compliqué. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer à des questions voilà, un peu de fin, peut-être avec des réponses plus brèves, un peu voilà, pour qu'on ait un peu des idées pour ensuite réfléchir. Mais donc, d'après vous, qui est responsable de ce préjudice sanitaire et environnemental Et je pose la question car un des articles que j'ai lu, que vous avez écrit, mentionne à quel point il est difficile pour les agriculteurs, en fait, parfois de mettre un peu la responsabilité, si je puis dire, sur les industries qui produisent des pesticides et en fait comment eux-mêmes se sentent responsables. Et aussi, c'est intéressant quand on voit parfois que les riverains mettent la responsabilité sur les agriculteurs qui, entre guillemets, connaissaient le danger que leur faisaient encourir les pesticides et n'ont pas protégé ces riverains. Donc, il y a tous ces enjeux-là. Donc, voilà, on voulait savoir, selon vous, qui est responsable, en fait. Alors, je pense que là, savoir qui est responsable, ça dépend à quel niveau on se place. Moi, je suis pas juriste, donc la question de la responsabilité juridique, c'est une question qui est différente de la question de la responsabilité politique ou morale, on va dire, de la situation, de cette utilisation massive des pesticides et de leur impact sur la santé et l'environnement. Ce qui va intéresser le sociologue, c'est pas de dire qui est responsable, c'est d'essayer de cartographier, regarder les arguments qui sont mobilisés par les différents acteurs qui sont impliqués dans ces controverses, on va dire, ou ces débats sur les pesticides, les arguments et les imputations de responsabilité qui vont être faites. Moi, mon avis personnel, c'est qu'il y a une responsabilité collective assez forte. C'est-à-dire que quand j'entends collectif, c'est-à-dire qu'en fait, les pesticides, c'est une technologie dont l'utilisation est liée à le fait qu'on continue de les utiliser, c'est lié à tout un ensemble d'organisations, d'institutions, de pratiques. Je veux dire, le consommateur qui ne s'intéresse pas à la manière dont sont produits les aliments qu'il consomme, il est responsable qu'on continue à utiliser cette technologie qui sont les pesticides. Mais en même temps, les personnes qui communiquent, je veux dire, aujourd'hui, au Salon de l'Agriculture, il y a 2 semaines, il y a consommateur, c'est très difficile de comprendre ce qu'il consomme, puisqu'il y a une multiplicité de labels, il y a une communication qui crée beaucoup plus de confusion que de clarté sur les modes de production. Voilà, donc on peut mettre en cause le consommateur, on peut mettre en cause les agriculteurs qui n'ont pas fait suffisamment attention. Mais bon, les agriculteurs, en même temps, ils ont été incités pendant des années à produire des pesticides, à s'endetter avec des pesticides, à s'endetter pour acquérir des machines qui permettent cet épandage qu'ils doivent amortir. Ils ont eu reçu du conseil technique, ils n'ont pas été suffisamment bien informés sur les risques. Bon, alors on pourrait reporter la responsabilité sur les coopératives. Et puis, et in fine, voilà. Donc il y a des responsables, par exemple. Aujourd'hui, il y a tout un ensemble de travaux qui montrent que les firmes sanitaires ont des stratégies délibérées pour euphémiser la dangerosité, pour diminuer, pour cacher parfois la dangerosité des produits qu'ils vendent, des stratégies de communication, des stratégies d'influence sur les pouvoirs publics, que les pouvoirs publics eux-mêmes sont parfois sous-dotés ou ne font pas le travail qu'ils devraient faire pour bien évaluer les substances. Donc, si vous voulez, il y a tout un ensemble de responsabilités complètement multiples, et donc c'est pas du tout la même question que la responsabilité juridique. Voilà, ça c'est vraiment deux choses différentes. Là-dessus, je suis pas vraiment compétent. Après, on peut pas dire que tout le monde est responsable, c'est
ce n'est pas dire que tout le monde est responsable dans les mêmes proportions. Je pense que moi personnellement, qu'un industriel qui fait du chiffre d'affaires en vendant des produits qu'il sait dangereux et en fait du lobbying pour que ces produits puissent être autorisés malgré leur dangerosité, est moralement plus responsable qu'un consommateur ou qu'un agriculteur qui va utiliser des pesticides parce qu'il est pris dans tout un ensemble de contraintes qui font qu'il va devoir les utiliser. C'est un avis personnel, c'est pas. Voilà. Après, ce qui peut être intéressant, effectivement, quand on fait des études comme moi sur ces débats autour des pesticides, c'est d'essayer de voir quels sont les types de responsabilités qui sont mises en avant, soit dans l'espace médiatique, soit dans les tribunaux, soit dans les discussions, quelles sont celles qui ne sont pas mises en avant. Et c'est vrai que nous, on s'était beaucoup intéressé à cette culpabilité, cette responsabilité qui peut être mise parfois sur les agriculteurs. Alors, par eux-mêmes, ils peuvent se sentir responsables d'avoir utilisé des produits qui ont un impact sanitaire ou un impact environnemental, ou qui peut être responsabilité qui peut être aussi mise en avant par les riverains qui sont leurs plus proches voisins et qui vont les accuser de les polluer, de les contaminer. Et c'est voilà, moi je trouve que mettre l'accent simplement sur la responsabilité des agriculteurs, c'est un petit peu facile et simplificateur. Merci. On va passer donc aux 2 dernières questions. Premièrement, au niveau français, quelles sont, selon vous, et par rapport aux études que vous avez menées, aux articles que vous avez écrits, les solutions à court terme, à moyen terme, à long terme, face au problème des pesticides? En France comme en Europe, puisque la France, en fait, sur la question des pesticides, elle est insérée dans un dispositif institutionnel qui est européen, puisque l'autorisation de mise sur le marché l'évaluation des molécules se fait au niveau européen, et puis l'autorisation de mise sur le marché des produits commerciaux se fait au niveau national, sur la base d'évaluation nationale. Moi, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais donc depuis en gros une cinquantaine d'années, même un peu plus, mais il y a une réglementation avec une évaluation des risques a priori des substances actives et des produits qui est prise et qui est censé garantir que ne sont mis sur le marché des pesticides qui sont jugés dangereux, mais dont le risque est acceptable. Voilà, dont le risque est acceptable si l'utilisation est bonne et n'est pas trop intensive. Depuis une quinzaine d'années, ce dispositif, en France et en Europe, se renforce. C'est-à-dire que les exigences dans les règlements européens et transposées dans le droit français, en termes d'évaluation des risques, en termes de type de pesticides qui sont autorisés, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ou pas, ça se renforce et on peut dire qu'on va dans la bonne direction en termes de direction. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a aujourd'hui tout un ensemble de travaux qui montrent que les méthodes, les protocoles qui sont utilisés au niveau européen comme au niveau français pour évaluer les pesticides, évaluer leur dangerosité et leurs risques, sont insuffisants et incomplets. On a beaucoup de mal à évaluer certains mécanismes d'oncogenèse, donc de cancérogénèse, mécanismes qui mènent à des maladies de cancer, si vous voulez. On a beaucoup de mal à évaluer des formes d'exposition. Bon, on a beaucoup de mal à évaluer l'exposition cumulée à des pesticides. On a beaucoup de mal. Il y a beaucoup de gens qui suggèrent, et avec des arguments assez forts, que l'évaluation des pesticides en amont, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, est encore trop lacunaire. Il pourrait être beaucoup plus renforcé. Ça, c'est le premier point. Je pense qu'une des grandes pistes, en tout cas sur l'enjeu sanitaire, on parle sur l'enjeu sanitaire, et aussi sur l'enjeu environnemental, puisque les pesticides sont évalués au niveau européen, les substances actives sur les produits commerciaux, aussi pour leurs effets sur les abeilles, sur les écosystèmes. Et en fait, il y a une amélioration
peut le dire, des exigences, enfin une augmentation des exigences, mais on est encore dans une situation où entre ce qu'on sait des connaissances et ce qui est utilisé comme connaissance au niveau du système d'évaluation réglementaire, il y a un hiatus qui devrait être comblé. Après, il y a un deuxième point, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une mise sur le marché plus restrictive en France et en Europe de pesticides. Si ensuite vous ne contrôlez pas sur le terrain que les pesticides et vous ne donnez pas le moyen de contrôler sur le terrain que les pesticides sont utilisés comme ils devraient, et en fait en France on n'a aucun moyen. C'est pas qu'on n'a aucun moyen, mais les ressources qui sont allouées aux services d'inspection de l'environnement, de l'Office français de la biodiversité, de l'inspection du travail, de la gendarmerie locale sont trop minimes par rapport aux enjeux. Hein. Donc il y a c'est un problème qui n'est pas propre aux pesticides, qui est propre, si vous voulez, à tout un ensemble de problèmes de santé au travail ou de santé environnementale. C'est-à-dire qu'on met en place des politiques. En fait, on n'a pas forcément les moyens de vérifier leur effectivité sur le terrain. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est que pareil, on peut raisonner à l'échelle française ou européenne, mais si on a des législations qui sont de plus en plus strictes en Europe et que dans le même temps on continue à vendre des produits qui sont très dangereux ailleurs dans le monde, la Terre c'est un seul écosystème, hein, donc les gens seront touchés et l'eau sera touchée et les pesticides, les molécules circulent. Voilà, et ce qui est le plus inquiétant aujourd'hui, alors on peut beaucoup critiquer ce qui se passe en France, en Europe, mais ce qui est aussi très inquiétant, c'est l'explosion du marché de vente des pesticides dans ce qu'on pourrait appeler les pays du Sud, et dans des contextes où il y a des moyens de contrôle et d'évaluation a priori qui sont très faibles et qui va avoir des effets sanitaires et environnementaux qui sont non négligeables. Merci. Du coup, j'avais une dernière question sur l'interdiction des pesticides, mais je pense que vous y avez bien répondu dans cette réponse en parlant des pays du Sud qui en achètent de plus en plus et en montrant tous les obstacles un peu qui peuvent intervenir. On n'a pas du tout parlé parce que moi je m'interroge sur parce que j'ai parlé des maladies professionnelles. Je pense que pour quelqu'un qui connaît pas ce que c'est qu'une maladie professionnelle. C'est vrai que j'avais une question sur les maladies professionnelles. Du coup, allez-y pour les maladies professionnelles. Je pense que ça va être très intéressant et utile. Ok, j'essaie d'être pédago. Alors, en gros, donc en France, on a ce qu'on appelle un système de tableau de maladies professionnelles. C'est un système qui a été mis en place en 1919 en France, à une époque où dans d'autres pays européens, on mettait en place le même type de système. Hein. Et c'est un système qui a été mis en place au départ, pas du tout pour des maladies liées aux pesticides, mais pour essayer de faciliter, d'organiser la reconnaissance de maladies liées à des toxiques. Les deux premiers tableaux de maladies professionnelles, c'était sur le mercure et sur le plomb, il me semble. Et en gros, le système est le suivant. Si vous êtes un travailleur et que vous êtes malade à cause d'un facteur de travail, mais malade à long terme, hein, donc on est sur les pathologies chroniques ou les pathologies à effet différé, si vous voulez, si votre maladie est inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, et aujourd'hui, les tableaux de maladies professionnelles, donc il y a des tableaux avec des intitulés des maladies, une liste de maladies, et on va dire des listes de facteurs professionnels auxquels vous devez avoir été exposé. Si vous répondez aux exigences du tableau, si vous avez une maladie qui est inscrite dans un tableau et que vous répondez aux exigences de conditions de travail inscrites dans ce tableau, et ben votre maladie, elle est reconnue automatiquement comme professionnelle. Vous n'avez pas à faire la preuve qu'il y a un lien entre votre maladie et des facteurs de risque professionnels. On suppose, c'est ce qu'on appelle la présomption d'origine en droit. Hein. On suppose qu'il y a une présomption d'origine de votre maladie. Donc les premiers tableaux datent de 1919 et ces tableaux, en fait, la création des tableaux, c'est quelque chose qui est négocié dans le cadre du paritarisme. C'est l'État qui décide aujourd'hui de la création de ces tableaux-là, après expertise scientifique et après négociation des partenaires sociaux, c'est-à-dire les organisations patronales et syndicales. Pour un travailleur, se faire reconnaître comme maladie professionnelle, c'est avantageux dans le sens où ça lui permet d'obtenir une réparation pour sa maladie, une prise en charge de ses soins, si vous voulez, sans avoir à faire la preuve du lien entre sa maladie et ses conditions de travail. La contrepartie de
l'absence d'obligation de faire cette démonstration, c'est que Tim ne touche pas une réparation intégrale, mais touche une réparation forfaitaire. C'est-à-dire qu'en fait, la réparation qu'il va toucher est plus faible que s'il était passé devant un juge en responsabilité civile. Je simplifie outrageusement, mais en gros, c'est à peu près ça. Donc, et pour les employeurs qui financent en fait ce système-là, qui cotisent pour financer ce système-là, ça leur coûte de l'argent, mais l'intérêt que ça a pour eux, c'est que ça crée de la sécurité juridique. Si vous voulez, au moins ça rend le risque de maladie professionnelle assurable, et donc il diminue le risque qu'il y a pour eux, les employeurs, de se faire mettre en cause dans des procédures en responsabilité civile et donc de devoir payer énormément s'ils perdent, ce qui arrive moins rarement, mais s'ils perdent, ils peuvent perdre énormément. Bon, ce système, il a été mis en place et il existe toujours aujourd'hui. C'est toujours le système qui structure, si vous voulez, la réparation des maladies professionnelles, avec un nombre de tableaux qui s'est multiplié. On ne peut pas dire qu'il est très élevé, ce nombre de tableaux. Il est souvent critiqué pour être relativement faible par rapport à l'état des connaissances scientifiques. On parle souvent de sous-reconnaissance des maladies professionnelles, mais il y a un nombre de tableaux qui s'est multiplié et en fait depuis quelques années, il y a aussi des tableaux nouveaux qui ont été pris et qui concernent spécifiquement la question de l'exposition aux pesticides pour les agriculteurs. Dans le cadre du régime agricole de sécurité sociale, il y a 2 tableaux qui ont été créés, le tableau 58 et le tableau 59. C'est un tableau sur la maladie de Parkinson, syndrome parkinsonien, et la maladie, les lymphomes de Hodgkinien. Voilà. Donc des tableaux qui ont été créés à la fois parce qu'il y a eu des mobilisations sociales pour que des tableaux soient créés, parce qu'avant il n'y avait pas de tableau spécifique véritablement sur les pesticides et les maladies professionnelles, et aussi parce qu'il y avait des données épidémiologiques de plus en plus nombreuses qui venaient attester des effets sanitaires des pesticides et qu'il était difficile pour les autorités et les organisations syndicales, d'employeurs notamment, de dire on ne peut pas créer de tableau. Voilà. Donc là, il y a 2 tableaux qui ont été créés. Il y a un tableau qui est en préparation sur le cancer de la prostate et les pesticides. Moi, je suis dans le comité d'experts qui participe aux travaux préalables aux négociations pour décider si on va créer un tableau ou pas. Voilà, donc il y a 2 tableaux qui ont été créés. Donc cette création de nouveaux tableaux, on peut penser qu'elle va permettre, faciliter la multiplication des démarches de reconnaissance et le succès des démarches de reconnaissance engagées par des travailleurs agricoles qui voudraient obtenir une réparation, si vous voulez. Ce qui a été mis en place aussi récemment, c'est ce qui a été appelé un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. En gros, c'est pas vraiment un fonds, mais c'est une caisse qui va centraliser les demandes de reconnaissance en maladie professionnelle au niveau français. Et pareil, avec cette idée qu'en centralisant les demandes de reconnaissance, on va pouvoir faciliter les démarches de reconnaissance pour les agriculteurs. Bon, aujourd'hui, les chiffres qui sortent sur le nombre de reconnaissances en maladie professionnelle liées aux pesticides en France, on a quelques centaines de personnes qui ont été reconnues, 300 je crois à peu près au niveau du tableau 58, un peu moins de 100 au niveau du tableau 59. On a assez peu de gens finalement qui ont fait appel à la reconnaissance en maladie professionnelle via le fonds. Bon, il est tout jeune, le fonds, il a 1 an, donc il est un peu trop difficile, trop tôt pour évaluer son efficacité. Mais si vous voulez, ce que montrent ces chiffres-là, c'est notamment qu'il y a tout un travail encore à faire pour informer les agriculteurs de leurs droits et informer aussi toutes les personnes qui sont dans l'entourage des agriculteurs, les médecins, les assistantes sociales, etc., de l'existence de la possibilité de se faire reconnaître en maladie professionnelle. Parce qu'en fait, si vous n'incitez pas les gens à le faire, ils ne pensent pas spontanément que leur maladie est liée aux pesticides ou ils n'ont pas forcément l'envie d'engager des démarches qui peuvent être quand même assez longues, incertaines. Et puis ça pose aussi la question du montant de l'indemnisation, puisque finalement il n'est pas toujours si intéressant que ça de s'engager dans des démarches au regard du montant de la réparation qu'on va recevoir. Peut-être je peux juste rajouter qu'il y a un dispositif qui là est très novateur, qui a commencé à fonctionner, qui commence déjà à fonctionner, qui a été mis en place à l'occasion de la création de ce qu'on appelle le fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. On a ouvert la possibilité pour des enfants d'agriculteurs qui auraient des pathologies liées à une exposition in utero, dans le ventre de la mère au moment de la conception, des expositions in utero, de faire reconnaître leur pathologie comme liée aux pesticides et d'avoir une réparation qui soit facilitée. Ça, c'est assez intéressant parce que on est là justement on
sort du simple strict, d'une conception stricte de la reconnaissance en maladie professionnelle, en prenant en compte notamment le fait que le travail agricole, notamment pour les exploitants agricoles, c'est un travail qui ne se fait pas dans un cadre salarié, une entreprise assez normal, c'est-à-dire pas normal, ça se fait pas dans un cadre d'entreprise le plus courant, avec une séparation entre l'espace familial et l'espace de travail, mais que très souvent il y a une imbrication entre l'espace de travail et l'espace familial, et que donc il peut y avoir une circulation aussi des expositions. Et donc cette voie ouverte, ce début de reconnaissance, ce qu'on pourrait appeler des victimes non professionnelles, est intéressant. Alors, quand le fonds avait été négocié, il avait été envisagé à un moment de reconnaître d'une manière générale les victimes environnementales. Et ça a été mis de côté. Merci beaucoup, encore une fois. Merci pour toutes vos réponses qui ont été très éclairantes. Et voilà, toute l'équipe de Pachegaïa vous remercie de nous avoir accordé du temps.